Il me revient donc de conclure ce 34e congrès du négoce agricole centre-atlantique. Je succède à cette tribune à Jean-Michel Bodin, qui, au cours des différentes ardées, nous apportait avec verve et conviction une mise en perspective de nos débats avec les enjeux et les contraintes que nos entreprises vivent au quotidien. Au nom de tous les adhérents du NACA, qu'il soit remercié de sa fidélité, de son implication et de sa contribution à notre secteur professionnel. Jean-Michel a pris sa retraite et cédé son entreprise à travers un schéma original. Il a prolongé son engagement syndical en structurant, avec 4 de ses collègues, une transmission d'entreprise en dehors du cercle familial, mais en maintenant l'entreprise au sein de la famille du négoce. Qu'il soit salué pour cet engagement. 2017 a vu également le départ de Jean-Guy Valette du NACA. Durant 12 années, Jean-Guy a largement contribué à promouvoir et défendre notre profession et mis sa créativité au service de l'efficacité économique de nos entreprises. Son dynamisme a permis de renforcer et construire des outils au service du négoce. Je citerai, sans être exhaustif, Asfona, Amaltis, Atlantic Céréales ou France Palisse. Merci à toi, Jean-Guy. Je tiens également à remercier nos intervenants pour la qualité de leur contribution et les espoirs qu'ils nous ouvrent. Je remercie également nos partenaires qui contribuent à la qualité des conditions de ce congrès aujourd'hui. Enfin, mes remerciements vont à l'équipe des collaborateurs du NACA et des prestataires pour l'organisation qu'ils ont su déployer. Nos débats ont donc mis en avant le formidable potentiel de outils génétiques tels que l'édition génomique et les outils moléculaires pour nos filières. Ils ont également ouvert le débat sociétal dont l'amélioration génétique est l'objet à chaque fois qu'une nouvelle technique offre en laboratoire, puis au champ, de nouvelles possibilités. Notre agriculture vient de vivre des années particulièrement difficiles en raison de la conjonction d'un ensemble de circonstances défavorables. Les conditions climatiques ont été difficiles pour une grande partie du territoire du NACA et se sont traduites par des niveaux de rendement parmi les plus bas de ces 30 dernières années. Une crise sanitaire sans précédent a dévasté la zone historique de production de foie gras. Le gel a frappé les vignes et les vergers au pire moment du cycle végétatif. Les importations de viande bovine d'Europe ou d'Amérique du Sud maintiennent des cours à des niveaux extrêmement bas. Le secteur du lait est dévasté. En raison d'une production mondiale de céréales record, les marchés mondiaux ont été bas toute la campagne. Je pourrais allonger la litanie tant les facteurs dépressifs sont nombreux pour la profession. En même temps, comme le dirait un personnage devenu célèbre, en même temps, la société française dans son ensemble a décidé de remettre en cause nos modèles agricoles. Promesse de campagne d'un candidat devenu président, les États généraux de l'alimentation ont placé l'agriculture sous les projecteurs des médias. Jamais il n'a été autant parlé d'agriculture en si peu de temps. Jamais autant d'acteurs de tous horizons n'ont pris la parole. Mais ce qui aurait pu être un vrai débat sur un projet agricole pour notre pays s'est en fait traduit par un véritable procès de nos modes de production. Cette promesse de campagne était-elle le résultat d'une vraie réflexion ou le résultat de concessions effectuées en contrepartie de soutien d'une partie de l'électorat urbain et aisé? Je vous pose la question. Le projet de loi qui résulte de ces états généraux remet violemment en cause le fonctionnement de nos entreprises. Et pourtant, depuis les années 2000, nous avons déployé des efforts d'adaptation à de nouvelles contraintes comme jamais cela n'avait été fait. La sécurité sanitaire des aliments n'a jamais été aussi élevée et le coût pour se nourrir n'a jamais été aussi bas. Les actions pour réduire et maîtriser l'impact sur l'environnement n'ont jamais été aussi nombreuses. Nous avons intégré et mis en place des outils, des méthodes de travail, un accompagnement, notamment sur les zones vulnérables. Ces évolutions sont le résultat de nos capacités à conseiller et accompagner les agriculteurs dans une démarche responsable. Jamais nos équipes techniques n'ont fait autant d'efforts pour concilier une agriculture soucieuse de limiter son impact sur l'environnement et préserver la rentabilité pour l'agriculteur et sa maîtrise des coûts. La transition écologique est engagée depuis de nombreuses années. Nos entreprises y ont souscrit.
Cette transition, voulue par une frange aussi influente politiquement qu'experte de l'utilisation des réseaux sociaux, n'est pas aussi simpliste à mettre en œuvre que les chantres de la pseudoscience nous l'expliquent. L'agriculture, et plus généralement le monde du vivant, obéissent à des lois d'équilibre complexes. Ces équilibres peuvent évoluer, encore faut-il leur laisser le temps pour évoluer. Que survienne une crise sanitaire ou une crise climatique planétaire, telle que celle que nous avons vécue durant les années qui ont précédé les émeutes de la faim, et le balancier reviendra. Le modèle agricole français a permis d'atteindre un niveau de sécurité alimentaire jamais atteint dans l'histoire de l'humanité, aussi bien au niveau quantitatif que sanitaire. Ce niveau de performance n'est malheureusement pas le même sur l'ensemble de la planète. Le rôle exportateur de la France a été fortement négligé dans les débats des États généraux de l'alimentation, voire méprisé. Certains pays ont compris que le pouvoir alimentaire est aussi puissant que le pouvoir militaire. Qui détient le blé et le pain détient le pouvoir d'influence. La Russie a fait de son agriculture une priorité et de ses capacités d'exportation un pouvoir d'influence. Le sud de la Méditerranée est importateur net récurrent. Sa population continue à croître et les experts prévoient une perte de plus de 30% de leurs terres cultivables du fait du changement climatique. Si, comme le souhaitent certains en France, quel serait le visage du monde rural si nous abandonnions nos capacités d'exportation ? Plus de la moitié des exploitations céréalières n'y résisteraient pas. Que se passerait-il si, pour des raisons climatiques ou simplement politiques, la Russie ou Poutine décidait de ne plus approvisionner ses populations ? Émeute de la faim ? Montée du radicalisme, la guerre peut-être. Nous devons conserver absolument nos capacités de production et nos capacités d'influence. La reconquête de nos marchés de protéines végétales et des marchés bio ne doit pas s'effectuer au détriment de nos capacités d'exportation. Un atelier des États généraux de l'alimentation était consacré à la compétitivité des exploitations. Au vu de la faiblesse de la médiatisation de ce qui a résulté de cet atelier, on peut légitimement s'interroger sur la volonté politique de développement économique de notre agriculture. Une étude récente a été menée dans le cadre de Cap Filière en région Centre pour identifier les facteurs de compétitivité en grande culture. Écoutez bien les résultats de cette enquête, ils sont édifiants. En comparant les groupes d'exploitation en fonction de leur résultat économique global, cette étude a montré que le premier facteur de différenciation entre groupes de compétitivité est le rendement. Les exploitations les plus rentables sont celles qui ont les rendements les meilleurs. Le second facteur différenciant entre groupes de rentabilité est le nombre d'hectares de SAU par unité de main-d'œuvre. Aucun autre facteur, ni de charge, ni de coût de mécanisation, n'est différenciant dans cette étude. Accroître sa productivité reste en 2018 le premier facteur de compétitivité. Une évidence, mais qui visiblement ne l'est pas, puisqu'elle nécessite encore une étude. Notre pays est parfois paradoxal. D'un côté, on loue les entreprises et les petites entreprises, on les aide financièrement parfois, et de l'autre, on ne cesse de leur dresser des obstacles ou de leur poser des contraintes. Nous avons, mon frère et moi, construit un projet de développement qui s'inscrit pleinement dans les objectifs actuels, produire local, sous le label de la qualité, dans une logique de filière. Les services de l'État en région, DRAF, DDT 36, ont trouvé le projet particulièrement intéressant, le soutiennent et cherchent à mobiliser les diverses aides possibles, et en même temps, d'autres services de l'État imposent des contraintes environnementales telles que la viabilité économique du projet est remise en cause. De quoi décourager les entrepreneurs, même les plus motivés. Donc il devient évident, mes amis, de lever les freins et les obstacles administratifs au développement économique. Enfin, pour conclure, notre agriculture est donc entre dans une nouvelle période, une période durant laquelle nous devrons concilier les contradictions de notre société. Nous devons nous y préparer. Notre colloque a montré que la science reste un atout et nous ne pouvons que nous en féliciter. Tout évolue, tout peut évoluer. Nous entrons donc dans une période de transition. Nos entreprises doivent leur succès
à la formidable capacité d'adaptation dont elles ont toujours su faire preuve. Cette dynamique est toujours bien vivace, mais nous devrons ne pas hésiter à exploiter tous les leviers disponibles, les différents dispositifs d'aide publique sur les projets, les groupes 30 000 et tout ce qui pourra contribuer à l'adaptation de nos entreprises et à leurs investissements. Nous savons également que nous pourrons continuer à nous appuyer sur nos partenaires et à leur propre capacité d'innovation. Henry Ford considérait que l'enthousiasme est la base de tout progrès. Nous devons nous enthousiasmer pour aborder cette nouvelle période. Je vous remercie.